Bonsoir à tous. Bien, au nom de l'équipe d'InfoDeuil et du Repos Saint-François d'Assise, la plus cordiale bienvenue à notre troisième soirée rencontre sur le deuil. Alors, bienvenue à vous en salle avec nous. On est content de vous voir. Et bien sûr, bienvenue à tous ceux qui sont à la maison et qui sont très attentifs, et à ceux aussi qui, à un moment donné, peut-être plus tard ce soir ou dans une autre journée, prendront connaissance du déroulement de cette soirée. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à une personne importante. Vous connaissez Joanne de Montigny. Donc, Joanne de Montigny, psychologue, auteur et grande collaboratrice du Repos Saint-François d'Assise. Depuis déjà pas mal d'années, on a l'honneur et le plaisir et le privilège de travailler avec Joanne, qui nous concocte des soirées comme ce soir et nos colloques, et qui partage des écrits aussi sur le site d'infodeuil.ca. Donc, je vous la présente et Joanne va présenter l'invité de ce soir, qui ne vous sera pas complètement inconnu, vous allez voir. Donc, vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs. Alors voilà, encore une fois, bonne soirée et à plus tard. Merci. Merci beaucoup, Alain. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir encore une fois de vous accueillir. Merci d'être là. Merci à la maison aussi d'être avec nous. Et ce soir, vous serez en compagnie à la maison de Pierre Plante, psychologue, qui est en arrière et qui va s'occuper de nos gens en ligne. Alors nous, on est avec vous ici et bien sûr en partage avec tout ce beau monde qui sont venus vers nous, et nous sommes vraiment heureuses, n'est-ce pas? Vraiment heureuses d'être là pour vous, d'avoir préparé ce que nous avons à vous livrer, et surtout, comme vous le savez, à la dernière partie, d'être en dialogue avec vous. Ça, c'est toujours une portion de la soirée fort importante, parce que de vous entendre, ça nous permet d'aller toujours plus loin et d'une façon plus approfondie, et de vous écouter ici, qui est un lieu de partage et d'écoute et de rassemblement. Alors, je vais vous présenter d'abord cette collègue avec qui j'ai l'immense joie ce soir de vous présenter nos thèmes que vous avez lus sur l'affiche, mais on y reviendra. Et c'est un bonheur, Christine, vraiment, de travailler avec toi souvent, collaborer. On partage des lectures, c'est formidable. Mon Dieu, on apprend toujours dans la communication comme ça. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, vous allez la voir avec sa tablette et moi avec mes papiers. Ça va vous donner une idée un petit peu générationnelle peut-être, mais disons que on a tout prévu. Si jamais je perds mon papier, elle a ma section sur la tablette. Donc, elle viendra à mon secours. Alors, je te laisse la parole parce que je crois que c'est toi aussi. Ben, est-ce que je t'ai présenté? Mais non, j'ai juste dit. C'est effrayant. J'ai dit combien j'aimais travailler souvent avec toi, mais il faudrait bien que je la présente parce que ça vaut la peine de voir son parcours. Alors, Christine Goyette, elle est chargée de cours dans la section humaniste au département de psychologie de l'UQAM. Elle est collaboratrice pour le Repos Saint-François d'Assise avec ce secteur infodeuil.ca, et c'est toujours un plaisir. Parfois, on réfléchit à nos soirées rencontres et comment donner suite. Ensuite, elle est membre partenaire du Réseau québécois de recherche de soins palliatifs et de fin de vie. Dr Goyette a un bureau de consultation à Saint-Eustache et elle pratique également par écran interposé. Alors là, je t'ai présenté, hein? Et puis maintenant, tu vas un petit peu ouvrir cette soirée pour nous. Oui, avec plaisir. Ben, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés. Merci de vous être connectés aussi à la maison.
Je vais aussi me permettre de présenter Joanne. Je vais vous parler d'elle, mais je ne vous parlerai pas de ses nombreuses réalisations. Je ne vous parlerai pas du fait que c'est une pionnière en soins palliatifs parce que j'aurais besoin de la soirée au complet. Je ne lui rendrai pas justice. Mais ce que je vais faire, je vais me limiter à vous dire brièvement ce qu'elle représente pour moi. Au risque d'abuser de la métaphore que j'utiliserai dans mon propos, je vous dirai simplement que Joanne est pour moi comme un phare au loin qui guide les navires. Je navigue seule sur mon bateau dans ma carrière, mais j'ai le privilège d'être inspirée, guidée dans ma traversée par la lumière qui est belle, qui est bienveillante et qui est rassurante de Joanne. Donc, je voulais dire merci. Et il y a plein de lumière ici. Donc, on voit, tu es à la bonne place. C'est un immense privilège d'être avec toi ce soir. Alors, à tour de rôle, et c'est moi qui vais me lancer en premier. Donc, à tour de rôle, on va vous parler des sentiments du deuil. Puis après, comme Joanne a dit, on va accueillir avec plaisir et aussi avec curiosité vos réactions et vos questions. Avant de commencer, j'aimerais expliquer pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec les notions d'émotion et de sentiment. Plusieurs ont l'impression que ce sont des synonymes, ce qui n'est pas le cas en fait. Je vous propose 2 métaphores pour essayer de les distinguer les deux. Alors d'abord, prenons la métaphore d'un océan. Quand on pense à la profondeur de l'océan, on va penser aux sentiments. C'est un état d'âme, c'est là, c'est présent. Alors que l'émotion, c'est la vague qu'on va voir en surface, celle qui se gonfle et qui éventuellement va casser. Elle est temporaire, ça c'est l'émotion. Je vous donne une autre image, une autre métaphore, c'est celle du climat. On peut penser comme l'été, quand on va dire que le temps est orageux. Le climat, le temps orageux, ça représente les sentiments. L'orage qui éclate soudainement avec des éclairs, des coups de tonnerre, bien ça, c'est les émotions, telle une crise de larmes ou une explosion de colère. On peut donc imaginer les sentiments du deuil comme des indices pour s'ajuster dans la traversée d'un deuil. Nous allons nécessairement osciller entre plusieurs sentiments et émotions. Pour illustrer comment ceux-ci évoluent et sont utiles pour éclairer mon propos, je vous propose la métaphore principale que je vais utiliser toute la soirée, c'est celle d'un bateau. Imaginons-nous un instant être le capitaine d'un bateau. Et il y a des moments sur ce bateau où l'on regarde derrière et on va pleurer cette contrée qu'on a quittée. Il y a des moments où on va scruter l'horizon, on va être inquiet, curieux de ce que l'avenir peut nous réserver. On peut aussi se concentrer sur le tableau de bord, sur la boussole, sur les instruments de navigation pour tenir le cap et éviter d'aller directement dans une tempête ou de frapper un iceberg. Le temps, dans le concret, de se concentrer, par exemple, sur des papiers de succession ou de payer une facture qui devient drôlement urgente. Ça peut être aussi ce moment sur le bateau où on se fait prendre au dépourvu par une tempête, où on va s'accrocher pour tenir le coup, pendant que le bateau, lui, est secoué par les vagues et le vent. Il y a aussi dans le deuil ces moments où on se cache au fond. On va aller dans la cale ou dans la cabine. On va se laisser porter au gré des vagues et du vent, peut-être pour fuir un certain temps ou pour se reposer, épuisé par la souffrance. Donc, tout fait partie de la traversée. Voilà l'expérience du capitaine et c'est ce que j'observe dans mon bureau. Comme psychologue, je reçois des capitaines à différents moments de leur traversée. Certains se tiennent sur la proue, à l'avant, d'autres me racontent leurs douleurs, accrochés de peine et de misère à la poupe, à l'arrière. D'autres évoquent ces moments où ils se laissent porter par la vie du fond de leur cabine. Les sentiments du deuil sont donc le reflet de cette traversée. Ainsi, ces sentiments évolueront, qu'ils soient focalisés sur la perte ou vers l'avenir, à l'avant ou à l'arrière. Je rencontre des capitaines plus fragiles, souvent le regard accroché au passé. Certains voudraient jeter l'ancre et rester là où ils sont. Je rencontre aussi des capitaines qui, munis de leur chagrin, regardent ou foncent vers l'avant, portés par une volonté même de transformer l'inacceptable en quelque chose d'un peu plus acceptable. Il y a aussi ceux qui ne viennent pas très souvent me voir ou dont j'entends parler ici et là. C'est ces capitaines qui s'accrochent à leur gouvernail, tout concentrés sur leur travail. Ne plus parler du passé et ne pas penser à demain.
C'est correct d'être dans le moment présent, hein, mais c'est quand on ne veut pas aller dans le passé puis dans le futur. Parlons maintenant de la colère. C'est généralement une émotion qui a mauvaise presse, surtout lorsqu'elle n'est pas exprimée de manière saine et respectueuse. La colère est pourtant une émotion qui est adaptative, qui nous signale la présence d'un danger et qui nous donne en principe l'énergie de fuir ou d'attaquer selon la nature de ce danger. La colère qui est comprise comme un sentiment qui nous habite dans le deuil peut être plus sourde, elle peut être plus discrète, elle peut être plus profonde, comme elle peut remonter à la surface et devenir visible. Elle va évoluer selon où nous sommes dans la traversée. Ce qui la caractérise également, c'est selon qu'elle est une cible claire et connue, hein, versus une cible abstraite et inconnue. Je vais vous donner des exemples. Je vais commencer par les colères qui m'apparaissent les plus souffrantes, celles qui sont tournées vers la perte, vers le passé. Et quand je dis vers la perte et le passé, ce que je veux dire par là, ce n'est pas le passé de qui a été la personne, mais c'est le moment de la perte. Hein, quand on s'arrête à ce moment final, hein, c'est là où c'est souvent le plus douloureux. Et j'en profite aussi pour faire une parenthèse et vous dire que je vais vous partager quelques exemples qui concernent personne en particulier, je le dis, par souci aussi déontologique. Je me suis inspirée des gens qui viennent me consulter. Certains pourraient se reconnaître, mais en réalité, j'ai choisi des expériences que j'observe souvent, hein, et qui, donc, je me suis donc organisée pour inventer à partir de là. D'abord, je pense à la colère qui a une cible visible. Le coupable est connu. Son visage, il est familier. On me dira alors, j'en veux à 3 petits points. Je ne dirais pas avec un ton de forte colère, là, mais vous pouvez imaginer que ça peut varier. Ça pourrait ressembler à « j'en veux au cancer, à la maladie qui a gagné puis qui a emporté mon être cher ». Ou « j'en veux à cette catastrophe naturelle, cet incendie, cette tempête de neige qui a causé l'accident et qui l'a tué. J'en veux à cette substance qui a été consommée, la drogue, l'alcool, qui a causé un accident ou une surdose. J'en veux à cette route dangereuse, cette mauvaise signalisation. J'en veux à ce chauffeur ou à cet ami qui était intoxiqué ou intrépide. Ce type de colère peut nous laisser figés à l'arrière du bateau, comme si on avait jeté l'ancre et qu'on refusait d'avancer. Trop blessés, frustrés par l'injustice. La colère, elle n'en est pas moins destructrice, puisqu'elle laisse souvent impuissant. Je vois des gens aux prises avec même parfois des fantasmes de vengeance, cherchant dans leur tête des moyens de rétablir la justice, de réparer l'irréparable au risque de s'y perdre eux-mêmes. J'observe aussi des colères qui sont plus difficiles à admettre, celles dont la cible a un visage connu et aimé, celui de l'être cher qui est disparu. Ces sentiments de colère sont bien présents dans mon bureau, en trame de fond, même s'ils n'osent être dits ou ne le sont qu'à demi-mot. Dirigés vers un proche, par exemple, qui s'est enlevé la vie, vers un enfant qui est décédé trop jeune, vers un parent qui est parti trop vite. La colère ressentie cherche à dire « je t'en veux ». Parfois un peu, parfois même beaucoup. À l'enfant ou le proche qui s'est enlevé la vie, je pourrais lui dire « je t'en veux de m'avoir abandonné ainsi ». Ou « pourquoi est-ce que tu as rejeté notre aide? On aurait pu t'aider, on aurait pu faire quelque chose. » À un autre, si seulement tu m'avais parlé, juste 5 minutes de plus, puis tu serais peut-être encore là. Tu n'avais pas le droit de mourir avant moi. Non, tu n'avais pas le droit. Et avec l'aide médicale à mourir, on va aussi entendre que c'est une forme d'égoïsme. Tu as pensé juste à toi. Tu as pensé à ta souffrance, mais tu n'as pas pensé à la nôtre. Bien qu'elle soit difficile à admettre, cette colère tournée vers le proche qui est décédé est pourtant aussi utile puisqu'elle révèle en réalité le besoin d'être aimé encore ou d'être rassuré sur sa valeur. Même si la personne décédée ne peut offrir l'amour et la réassurance, le fait de prendre conscience de cette colère permet de travailler à s'offrir soi-même cette bienveillance,
cette compassion et l'assurance que nous pouvons être une personne qui est imparfaite, mais qui est digne d'être aimée. Cette colère révèle aussi parfois des blessures non cicatrisées d'abandon et de rejet. La blessure du deuil a ceci de particulier que l'absence du défunt peut réveiller chez certains des expériences passées. Redevenir, parfois, cet enfant mal aimé du passé, souffrir d'une solitude, d'un vide qui ne demande qu'à être comblé par l'amour d'un papa ou d'une maman qui sont partis trop vite, trop tôt, ou peut-être qui étaient absents affectivement. Une colère épaissie donc par le passé et qui peut même se perpétuer dans le futur. Une personne abandonnée par un parent dans le passé pourrait vouloir lutter contre l'impuissance de l'enfant de jadis et user de son autorité d'adulte pour convaincre l'autre de ne pas lui faire revivre l'abandon. Je pense à ce client que j'ai accompagné et qui cherchait sa conjointe partout. Il me racontait comment il scrutait le ciel, les arbres, la température ambiante. Il écoutait les moindres sons, les moindres indices qui lui témoigneraient qu'elle sera toujours là pour lui. Il lui avait d'ailleurs fait promettre qu'elle continuerait à être là pour lui, même après sa mort. Il séchait ses larmes à chaque fois qu'il détectait un indice de sa présence. Mais il me racontait qu'il lui arrivait aussi de se mettre en colère contre elle quand il ne la trouvait nulle part. Il pouvait se fâcher puis lui semer, lui faire un signe, n'importe lequel, pourvu qu'il ne se sente plus seul. Si certaines personnes sont tentées d'y voir une colère vaine, puisque c'est dirigé vers un être disparu, elles pourraient cependant s'y tromper. Il n'est pas question de savoir ici si une colère peut influencer la réponse de l'au-delà, mais bien qu'elle permette à la personne qui est en deuil de prendre conscience et d'exprimer très clairement un besoin, qui est peut-être briser la solitude, combler un vide intérieur et par le fait même travailler éventuellement à devenir responsable face à ses propres besoins. Si les signes perçus de l'au-delà comblent chez certains, c'est vrai, une partie de vide qui est laissée par l'absence d'une personne décédée, il en demeure pas moins utile d'apprendre à combler soi-même ses besoins et ainsi récupérer un certain pouvoir sur ses émotions et sa vie. Continuons avec la colère, dont la cible a le visage le plus connu d'entre tous, notre propre visage. Cette colère qui est tournée contre soi, c'est une forme de culpabilité. Je m'en veux à moi. Joanne va nous en parler un petit peu plus tard, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Mais je dirais toutefois que c'est l'une des formes de colère que j'observe le plus souvent dans mon bureau. Elle me révèle souvent un deuil qui est tourné vers le passé, un capitaine qui est parfois coincé à l'arrière de son bateau. Heureusement, le sentiment de la colère peut évoluer. Avec le temps, il peut devenir plus flou. La cible a un visage qui n'est pas intime, ou un petit peu moins. Les gens se permettent généralement plus facilement de l'exprimer. Ils vont me dire des choses comme « J'en veux à mes voisins de tondre leur pelouse comme si de rien n'était. Je suis fâchée contre mes collègues qui se plaignent des banalités de la vie, qui racontent des histoires superflues. » Ils vont me dire « Je suis irritée par mon travail qui m'apparaît désormais superficiel. » Certains vont sinon me demander d'une manière un peu honteuse si c'est normal d'en vouloir à ceux qui ont survécu, par exemple, dans un accident de voiture. Pourquoi c'est pas ma fille, ou pas mon fils, ou pas mon proche? Du bout des lèvres, ils osent nommer l'injustice de la vie, puis ils vont me dire pourquoi c'est moi qui souffre, puis pas l'autre. La colère, elle peut aussi se transformer d'une manière créative et mobilisée. Elle permet de se tourner vers l'avenir. Le capitaine relève l'ancre et choisit de continuer. C'est une colère qui n'a pas de cible précise, elle n'a pas de visage. C'est une colère contre la vie, contre la mort, mais elle ne freine pas ou elle ne freine plus. Elle donne l'énergie de faire face à la vie et même un peu de faire face à la mort. Certains vont se prendre en main, ils vont vaincre le sentiment d'impuissance face à la maladie, par exemple, qui a fauché l'être cher. Ils vont se prendre en main, prendre soin de leur propre santé. D'autres vont utiliser leur colère constructivement pour devenir des porte-paroles, militer, lutter contre des réalités qui leur ont volé un être cher, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, une route dangereuse, une mauvaise signalisation. La colère, elle ne gronde plus seule au fond de cette seule personne. Elle est exprimée haut et fort. Pensons à l'organisme MAD, Mothers Against Drunk Driving, les mères contre l'alcool au volant.
La colère peut aussi être partagée. On n'a qu'à penser à la tragédie de la Polytechnique qui a soulevé une colère et une indignation collective, ce qui, au fil du temps, s'est transformé même en mémoire collective et qui a permis certains changements dans la société. Dans ces exemples, il s'agit de transformer une colère brute en quelque chose de socialement acceptable. La colère créative, c'est une colère qui est contenue et qui est sublimée, c'est-à-dire qui est transformée pour libérer le non-sens. L'inacceptable de la mort, donner un sens à la perte, sensibiliser, voire transformer la société et s'assurer que les personnes ne seront pas mortes en vain ou ne vont pas sombrer dans l'oubli. Je vous parle maintenant du chagrin. Comme les autres sentiments du deuil, le chagrin évolue. Il y a une tristesse passive, un chagrin passif. Le regard, si vous commencez à me suivre, le regard, il va être tourné vers l'arrière du bateau, vers le passé, mais surtout le moment de la perte. Comme si l'ancre est jetée, le capitaine est à l'arrière du bateau. Son chagrin est si souffrant que tout son corps souffre. Et ça, je le vois souvent avec les arrêts de travail. Les gens ont mal. Ils ont le cœur qui leur fait mal. Ils vont me dire qu'ils se sentent cassés en 1000 morceaux. Ils vont me dire qu'ils se sentent comme s'ils étaient perdus à jamais. Vers où aller dorénavant? Comme s'ils ne pouvaient plus tenir debout, que seule la présence du proche qui est décédé leur donnait la force de se lever chaque matin. Ce grand chagrin, bien que souffrant, est cependant normal et nécessaire puisqu'il révèle l'importance du lien avec l'être aimé qui est décédé. Il permet de prendre toute la mesure de la perte, de prendre conscience de tout ce qui nous était précieux dans la relation, d'évaluer l'étendue des pertes, de révéler les traits, les caractéristiques personnelles qui nous manqueront le plus et celles que nous voudrons par conséquent chérir, incarner et perpétuer. Je pense aussi à cet homme qui venait me consulter pour la perte de sa fille. Il pleurait à chaque rencontre et exprimait son désarroi de ne pouvoir aller mieux. Dès qu'il sortait de mon bureau, il se sentait comme un zombie qui ne faisait qu'errer jour après jour. Il voulait finir son deuil le plus vite possible, mais avait peu d'occasions à l'extérieur de mon bureau pour vivre son deuil. Dès qu'il venait me voir, il s'effondrait, inconsolable. On aurait pu croire qu'il entreposait son chagrin quelque part dans mon bureau ou qu'il l'espérait s'en délester à travers les mouchoirs qui s'accumulaient dans la poubelle à chaque visite. Son immense chagrin était pourtant son seul lien avec sa fille décédée. Sans cette peine qu'il arrivait à exprimer avec moi, il devenait un être détaché, vide de sens. Il lui a fallu apprendre à faire une place à son chagrin dans son quotidien, au sein même de ses relations. Accepter de le traîner avec lui, à la maison, à l'épicerie, éventuellement même au travail. Comprendre que ce chagrin ne pouvait dorénavant être dissocié de sa fille. Comprendre que ce chagrin, l'amour de sa fille, allait cohabiter ensemble en lui, puisqu'ils partageaient un fait commun. Son chagrin ne faisait qu'égaler l'intensité de l'amour ressenti envers sa fille. Plusieurs auteurs l'ont évoqué à leur manière, mais je vais les paraphraser. C'est un peu comme si on disait qu'on me laisse ma peine, puisqu'elle me rappelle à quel point je l'ai aimée et que je puisse continuer à l'aimer tout autant. Puis, petit à petit, le chagrin devient moins lourd à porter. Le capitaine arrive alors à se relever. Il le transporte avec lui sur son bateau. Je vois dans mon bureau un chagrin qui est actif, qui devient créatif, où le capitaine a même parfois le vent dans les voiles. Ce chagrin aura un pouvoir transformateur et permettra à certains de trouver ou de sublimer l'énergie, donner du sens à leurs actions, en créant une fondation, par exemple, pour ramasser des fonds, aider la recherche. Il donnera à d'autres le courage de retourner aux études pour effectuer un travail qui donnera du sens à leur perte, devenir bénévole, préposé aux bénéficiaires, intervenant en relation d'aide. Un bel exemple, laissez-moi vous partager, un bel exemple de ce chagrin créatif qui est pour moi celui d'Anne-Dauphine Julien. J'en parle souvent, j'en ai parlé aussi il y a quelques mois ici dans la présentation que j'ai faite sur la consolation. C'est une maman qui a perdu 3 de ses 4 enfants et qui a partagé son expérience de deuil à travers plusieurs livres et témoignages. Elle a d'ailleurs, donc, comme j'ai dit, elle était une importante source d'inspiration avec la présentation que j'ai faite sur la consolation et la présence, et la brochure aussi que j'avais écrite.
Qu'on parle d'un pont, qu'on parle de pilier ou qu'on parle d'un bateau comme ce soir, le principe pour moi est le même, c'est réussir éventuellement à se remettre en mouvement, à trouver son rythme. Anne-Dauphine Julien a d'abord écrit sur la perte de ses 2 filles atteintes d'une maladie orpheline incurable. Thaïs est morte à l'âge de 3 ans et Asilis à l'âge de 10 ans. L'an dernier, Anne-Dauphine Julien a publié son plus récent livre, le magnifique livre « Ajouter de la vie au jour », dans lequel elle explique comment elle a appris à assumer la souffrance. Après avoir subi la perte de son 3e enfant, quand son aîné, Gaspard, s'est enlevé la vie en 2022, la veille de ses 20 ans. Ainsi, pour moi, Anne-Dauphine Julien incarne parfaitement l'exemple d'une personne qui transporte avec elle son chagrin, aussi lourd soit-il. On pourrait la voir forte et résiliente, ce qui serait certainement vrai. D'ailleurs, c'est souvent discuté dans mon bureau quand je la recommande comme lecture. On va me parler de sa force, de sa résilience. Moi, je préfère la voir avant tout comme une femme qui ne lutte pas contre les sentiments et les émotions du deuil. Elle assume sa souffrance. Elle lui donne une parole porteuse de sens. Elle lui fait traverser les frontières avec ses livres. Elle la dépose ici et là dans des conférences et nous montre comment vivre avec notre chagrin, comment l'apprivoiser petit à petit, un peu plus chaque jour, en ajoutant de la vie aux jours qui sont trop souvent marqués par la mort. Elle encourage d'ailleurs dans son livre « Consolation » à pleurer si le moment est triste, à rire si le moment est drôle. Elle nous apprend finalement que même si elle traîne son immense chagrin sur son bateau, elle ne voyage pas seule. Ses 4 enfants chéris l'accompagnent, comme tout parent d'ailleurs. Arthur, donc le petit dernier, et les 3 autres enfants qui sont maintenant décédés. Elle nous les présente, elle nous parle d'eux, de son amour pour eux. Elle les porte avec elle en tout temps. Bref, Anne-Dauphine Julien incarne toutes ces personnes qui naviguent sur leur bateau dans la grande traversée du deuil, qui se laissent parfois porter au gré des vagues, du vent, du ciel et des nuages, mais qui restent connectées à la vie présente, à elles-mêmes et aux autres. Avant de céder la parole à Joanne, je voudrais également rappeler la métaphore du climat. Vous savez, il y a parfois des journées où la météo est complètement changeante. Il arrive qu'en l'espace d'une même heure, une pluie torrentielle s'abatte sur nous alors que le ciel était pourtant bleu quelques instants auparavant. Il en va de même pour les sentiments et les émotions qui deviennent parfois volatiles dans le deuil. On se sent comme un vrai yo-yo à l'intérieur de soi. Non seulement les sentiments du deuil changent tous les jours, ils évoluent au fil du temps, mais chacun vit son deuil à sa manière. Les stratégies sont différentes selon l'expérience de chacun et les liens d'attachement. Certaines personnes resteront plus longtemps à l'arrière de leur bateau, peineront à se relever. Certains penseront même à quitter leur bateau, voudraient abandonner leur titre de capitaine, démissionner pour arrêter de souffrir, persuadés que l'intensité ressentie de la souffrance sera permanente, alors qu'elle s'apaise avec le temps. D'autres, à l'inverse, vont aussi chercher à fuir la souffrance, mais en souhaitant accélérer la traversée du deuil. Impatients, c'est un peu comme s'ils me demandaient comment remplacer leur barque, qui ont l'impression qu'il n'y a pas de rame, pour la remplacer par une régate qui serait propulsée par des espèces de moteurs ultra puissants. En somme, une des questions que j'entends le plus souvent dans mon bureau, mais comment et quand est-ce que je vais avoir moins mal? Comme psychologue, je n'ai pas de réponse précise à offrir. Je ne peux naviguer le bateau à la place des gens, mais je peux aider à mieux lire une boussole et des instruments. C'est un peu comme si je devenais temporairement un nouveau membre de l'équipage qui allait mettre son expérience au service du capitaine. Les grands explorateurs comme Christophe Colomb ne voyageaient pas seuls et ne savaient pas ce que les grandes traversées leur réserveraient comme surprise. Ils apprenaient à se fier sur leurs 5 sens, à leur équipage, les proches, à lire leurs instruments pour garder le cap le plus possible, chacun à sa manière. Certaines personnes en deuil me diront qu'ils connaissent qu'un seul sentiment. Certains, certes, sont rongés par la colère, d'autres se noient dans un chagrin profond. Il n'y a pas de traversée identique. Le plus important, je pense, c'est de rester maître à bord, d'ajuster son rythme à la météo, prendre des moments de repos, s'accrocher au mât ou se cacher dans la cale lors des tempêtes, puis remonter quand la météo elle est plus clémente. Se rappeler d'où l'on vient, se souvenir de ceux qui sont restés derrière
Garder un œil sur l'horizon, la destination. Se concentrer sur son gouvernail pour ne pas perdre le nord. Faire confiance et bien guider son équipage, son entourage. Et comme nos grands explorateurs, faire confiance à la traversée. Qui sait ce qu'il nous réserve? Alors, je vais laisser la parole maintenant à Joanne, que j'ai bien hâte d'écouter. Merci pour la richesse de ta pensée, pour la qualité de ta présentation. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a abordé la colère, on a abordé le chagrin. Maintenant, on va aborder le sentiment de culpabilité et la solitude. Ce sont les 4 sentiments, n'est-ce pas, sur lesquels on a réfléchi parce que c'était peut-être les plus fréquents qu'on nous a rapportés. Alors, je vais emboîter le pas et je vais aussi rassembler mes pensées et mes lectures pour parler de ces thématiques qui sont à la fois troublantes, mais aussi inspirantes. Je commencerai par vous parler d'un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la culpabilité ». L'auteur, Joël Pralong, P-R-A-L-O-G-N, écrit « Nous souffrons tous d'un sentiment de culpabilité qui tourne autour de la peur de ne pas aimer ou être aimé, sans toutefois en être paralysé dans nos relations au quotidien. » L'auteur rajoute « Heureusement que nous nous sentons coupables. » Il parle ici de la saine culpabilité ressentie lorsque nous avons conscience d'avoir transgressé certaines de nos valeurs et commis une faute réelle. Par exemple, avoir blessé quelqu'un volontairement ou inconsciemment par nos paroles. J'ajouterais pour ma part que nous avons tendance à faire un lien avec le degré d'amour que la perte met en évidence et ce sentiment de culpabilité que nous utilisons un peu comme un baromètre pour en mesurer l'ampleur, pour s'assurer d'avoir suffisamment aimé. En d'autres mots, les personnes parfois nous l'expriment ainsi. Si je me sens coupable, c'est dire que j'aurais vraiment aimé. Cette ruse de la pensée ou cette distorsion cognitive donnerait le sentiment d'avoir une prise sur notre impuissance à stopper la mort. Enfin, cet auteur affirme que la genèse de notre sentiment de culpabilité, finalement, nous échappe. En fait, on ne sait pas toujours pourquoi ou d'où vient ce sentiment de culpabilité. Nous savons seulement qu'il nous habite et qu'il s'insère dans un tissu relationnel et parfois provoque des déchirures. Alors, il est utile de bien distinguer les 2 expressions « je suis coupable » et « je me sens coupable ». On écoute quand la personne nous dit cela. « Je suis coupable » ou « je me sens coupable ». Par exemple, je suis coupable d'avoir commis l'erreur de conduire en état d'ébriété, ce qui a causé la mort de mon meilleur ami. Il s'agit là d'une faute réelle. Versus, je me sens coupable de ne pas l'avoir sauvé d'une mort causée par son allergie alimentaire. C'est une faute supposée. Si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais donc dû.
cette expression souvent utilisée témoigne d'un sentiment de culpabilité diffuse. On cherche toujours à réécrire le scénario de notre vie, à lui attribuer surtout un tout autre dénouement. Il arrive aussi que le sentiment d'être responsable du drame s'exprime de la façon suivante. Je me sens coupable de ne pas avoir vu venir son suicide. Pourtant, je l'appréhendais. Une partie de moi le savait. Si seulement j'avais pu l'empêcher de commettre le pire. Autre exemple, je me sens coupable de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de mes parents, d'avoir été absent au moment de la mort de l'un d'eux, de l'avoir laissé seul durant quelques heures, de n'avoir pu être là à temps, de n'avoir pu lui tenir la main durant son agonie, d'être allé me reposer au lieu de rester à ses côtés. Je n'ai pensé qu'à moi. Je vous donne un autre exemple du sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me retrouver avec une maladie incurable? C'est sûrement de ma faute. Ici, on peut parler d'une auto-accusation non fondée, mais réellement ressentie. Ainsi, quand on dit à l'autre, tu n'as pas à te sentir coupable, tu n'y es pour rien, la personne qui souffre ne vous croit pas. Elle se débat tant bien que mal pour apaiser son sentiment qui ne provient pas de la raison, mais de ses émotions. Quand une personne nous confie avoir peur des araignées, elle ne souhaite pas nous entendre dire « les petites bébites ne mangent pas les grosses ». Tout simplement parce que sa peur dite irrationnelle est plus grande que la réalité. Alors que faire? Réponse, écouter. Car la personne qui se sent coupable a besoin de répéter, d'être entendue, de verbaliser, jusqu'à ce que la réalité s'installe à nouveau dans son paysage. L'accueil, la présence, l'écoute, à eux seuls, auront un effet de réparation. Le sentiment de culpabilité se manifeste aussi comme un signal d'alarme qui permet soit d'agir autrement, soit de penser autrement. Durant la traversée du deuil, notre pensée ou notre état va évoluer. Les premières pensées se présentent comme suit. En me culpabilisant, j'ai mal. Or, cette souffrance morale me donne l'impression de porter des douleurs que l'être aimé a endurées avant de mourir. De l'aimer assez fort pour que j'aie l'impression toujours de me rapprocher de lui par ma douleur et d'avoir mal pour justifier ma place de survie. Autrement dit, si seulement j'avais pu mourir à sa place. Le sentiment de honte d'avoir survécu s'apparente à celui de culpabilité, mais s'en distingue par le sentiment de perte de sa propre valeur, comme si nous n'étions pas à la hauteur. En d'autres mots, je vis un sentiment de culpabilité par crainte du regard que l'autre posera sur moi, alors que la honte
proviendrait plutôt de la perception de soi, du sentiment d'être indigne, loin de la personne que je pensais être ou que j'aurais voulu être. Mais d'où provient un tel mal-être? Peut-être durant l'enfance, à la maison comme à l'école, ou durant l'adolescence avec les camarades. Quels sont les messages qui nous ont été adressés alors et que nous avons assimilés comme tels? Voyons ensemble quelques exemples de ces messages qui ont pu être marquants et générer de la honte. On entend parfois « tu devrais avoir honte » ou « ne me fais surtout pas honte » ou « j'ai eu honte de toi » ou « tu es la honte de la famille ». Quant au sentiment de culpabilité, les messages de l'entourage peuvent avoir été formulés de la façon suivante. Ce qui arrive est de ta faute. Tu es la cause de tous mes soucis. Tu n'aurais pas dire ceci ou agir comme cela. Tu aurais pourtant dû voir venir le drame. En résumé, quand la culpabilité agit en soi comme un baromètre servant à mesurer l'amour que l'on portait et que l'on porte encore envers l'autre, suivi de l'acceptation de notre sentiment d'impuissance devant l'incontournable de la mort. Le sentiment de culpabilité se définit alors comme une voie de transition entre ce que l'on aurait souhaité être et la réalité de notre histoire telle qu'elle se manifeste. Car le fait de ne pas accepter ce qui est nous maintient dans ce qui n'est plus. L'adaptation à ce qui arrive, à ce qui ne sera jamais plus comme avant, demande un temps de guérison psychique qui varie d'un individu à l'autre. Cette forme de culpabilité permet le questionnement, la réflexion, le raisonnement. En revanche, si la culpabilité s'installe comme une douleur chronique dans une litanie d'auto-reproche et de lamentation, le risque d'autodestruction ajoute un obstacle à la traversée du deuil. Voici l'exemple d'un sentiment de culpabilité enfoui tout au fond que j'ai pu lire dans le témoignage du psychiatre américain Irvin Yalom alors qu'il était adolescent. Écoutez bien ce petit bout qui est saisissant. Je le cite. « Mon père faillit mourir d'un infarctus à l'âge de 46 ans. C'était le milieu de la nuit. J'avais 14 ans. J'étais terrifiée. Ma mère était dans une telle détresse qu'elle se mit à chercher une bonne raison. Quelqu'un a accusé de ce coup de sort, du sort. J'étais la cible adéquate et elle me laissa entendre que j'étais, à cause de mon indiscipline, de mon manque de respect, de la perturbation que par secousse j'apportais dans notre foyer, que j'étais donc entièrement responsable de cette catastrophe. Plus d'une fois ce soir-là, comme mon père se tordait de douleur, elle a hurlé « Tu as tué ton père ». Lorsque Yalom, beaucoup d'années plus tard, à un âge très avancé, a été confronté à la mort de son épouse qui a eu recours au suicide assisté,
sa détresse devant l'angoisse de la perdre a possiblement été réactivée par les mots de sa mère qui était en crise au moment de l'attaque cardiaque de son conjoint. Je vous donne un autre exemple pour terminer ce segment sur la culpabilité d'un deuil prolongé, compliqué par une perte survenue durant l'enfance, une perte qui a provoqué et installé un sentiment de culpabilité sur le long terme. André, pronom fictif, m'a néanmoins donné son autorisation de vous livrer son histoire. André avait 6 ans et son petit frère venait d'avoir 5 ans. Assis tous les deux sur le bord du trottoir, le plus jeune demande à son aîné s'il peut aller chercher un popsicle chez le dépanneur d'en face. Le plus petit accourt donc acheter un popsicle et revient avec en main l'objet de 3 couleurs. Il traverse la rue avec le cœur en fête, son regard vers le frère aîné, mais un camion de 10 roues le frappe de plein fouet. Désemparé, André se précipite chez sa mère pour la ramener sur les lieux du drame. Arrivé à la maison, il s'empare d'un rouleau de papier hygiénique avec l'intention d'éponger les larmes de sa mère et le sang de son petit frère. La maman fait immédiatement appel à la voisine et lui demande d'héberger l'enfant survivant pour l'épargner de la suite. Son souvenir à André s'arrête là. C'est à l'âge de 40 ans qu'il me consulte pour un deuil enfoui, mais jusque-là, un deuil qui avait continué de le tarauder durant le sommeil. À chaque nuit, me disait-il, je rêve à mon frère disparu. Durant la thérapie, je lui ai demandé de dessiner les contours de son souvenir. Il m'est revenu avec le portrait de son frère dans le ciel, une main tendue vers lui, empoignant le popsicle qu'il devait alors se partager. La thérapie lui aura permis de débloquer une parole si lointaine et de découvrir en même temps son talent de peintre à cause du dessin que je lui avais demandé de m'apporter. Aujourd'hui, il est peintre et sa signature porte son prénom attaché à celui de son frère par un trait d'union. Il aura mis 40 ans avant de s'affranchir du sentiment de culpabilité de n'avoir pu prévenir la mort de son frère. J'emboîte avec la solitude. La solitude est très souvent perçue comme une épreuve ou comme un fléau. Mais pour un certain nombre de personnes, la solitude est une nécessité, un choix, une liberté, une occasion de créer un face-à-face avec soi. Essayons de distinguer la solitude écrasante et la solitude enveloppante. La solitude, j'allais relire le même paragraphe. Heureusement que je ne suis pas seule. Une conception négative de la solitude peut engendrer la recherche incessante de contacts superficiels, voire robotiques. Ainsi, on peut dorénavant engager un lien amoureux avec un robot conversationnel qui s'adresse à soi
avec des mots préfabriqués et susceptibles de charmer une personne qui s'adresse à soi. Ce leurre est considéré par plusieurs comme une façon idéale de vaincre la solitude. À l'inverse, une conception positive de la solitude permettrait la créativité, le déploiement de ses talents, l'innovation, la découverte d'une relation avec le vivant en soi. La psychologue française Marie de Hendzel parle d'une initiation, celle de s'habituer à habiter avec soi. C'est donc dire que pour une personne, la solitude est un enchantement, alors que pour une autre, elle peut se vivre comme un drame ou comme la pire des épreuves. Une réalité pour les uns, un sentiment pour les autres, un besoin ou une quiétude pour les uns, un refus pour bien d'autres. Si l'enfant a été abandonné ou éprouve le sentiment d'avoir été abandonné par ses parents ou par d'autres personnes significatives dans sa vie, la solitude peut raviver chez l'endeuillé l'angoisse du néant, du vide, de l'absence, du manque. Au contraire, si l'enfant a été sécurisé par un milieu aimant et bienveillant, il aura peut-être, rien n'est si sûr, appris à intérioriser l'amour reçu, la confiance, l'autonomie et l'estime de soi. Ce serait à espérer. Ces facteurs protecteurs lui permettront de voir la solitude comme une force relationnelle accessible en tout temps, comme le sentiment de ne jamais être seul pour affronter la vie. Autrement dit, on peut se sentir seul à deux et intérieurement accompagné, pourtant dans une apparente solitude. Ce sentiment de se sentir, c'est-à-dire se sentir seul au milieu de la foule, seul dans son histoire, ou encore laissé pour compte dans sa quête relationnelle. On peut tout ressentir ça. Selon Marie de Hendzel encore, elle fait référence aussi à la solitude du mourant qui se reconnaît parfois à son incapacité ou à son refus de communiquer, à l'absence de transmission à ses proches qui lui survivent. Les derniers mots, je ferme la parenthèse, les derniers mots avant la séparation ultime peuvent se prononcer autant par celui qui nous quitte que par celui ou celle qui reste et adoucir l'expérience de l'endeuillé, même si bien sûr une personne en deuil toujours éprouvera à quelques occasions, sinon à plusieurs occasions, le fait de la solitude. Ce qui amène Marie de Hendzel encore à écrire « J'ai toujours pensé que mourir était un acte, le dernier de notre vie, et que cet acte était un accomplissement de transmission et une transmission. C'est pourquoi il est si regrettable que tant de personnes, en abandonnant, l'agonisant à sa solitude, se priveraient de cette transmission. Ça vient d'un passage qu'elle est en train d'écrire, qui va être bientôt publié et qui va paraître dans le dictionnaire amoureux de la solitude. On dit aussi qu'aimer, c'est respecter la solitude de l'autre, c'est accepter la part
de sa solitude qui toujours nous échappera. Avoir été aimé, accueilli et validé, et surtout avoir aimé à son tour, avoir pu confirmer l'importance d'un proche aux différentes étapes de sa vie, permet de voir en la solitude un espace de sécurité affective préservé en soi, mais ouvert aux autres. En temps de deuil, la plupart éprouvent définitivement le besoin de s'isoler, de se couper pour un temps de l'extérieur, dans le but de se retrouver, de se reconstruire, de se redéfinir dans un monde qui, dorénavant, nous prive terriblement de la présence physique de l'autre, même entouré. Le deuil accroît un sentiment de décalage avec le rythme de la vie devant nous, autour de nous. Si le silence précède la parole, pour sa part, la solitude fraye le chemin de la rencontre. La solitude est une réelle plongée en soi en vue de préparer la rencontre potentielle avec l'autre. Voici un exemple de la puissance de la solitude. À l'initiative de l'écrivaine dont tu nous as si bien parlé, Anne Dauphine Julien, parce que Christine et moi, on s'est beaucoup échangé de pensées, de réflexions qui nous venaient de ses livres. Ben, regardez ce qu'elle a mis comme projet sur pied. C'est extraordinaire. Elle a proposé à des lycéens de se faire passeurs de mémoire en maison de retraite. C'est-à-dire que les lycéens parisiens, qu'on appelle chez nous des étudiants du secondaire, recueillent les confidences des aînés pour en faire un livre. Dans un premier temps, ces visites permettent de rompre l'isolement et la solitude des aînés, de donner un sens à leur histoire de vie, un projet d'écriture aussi pour les jeunes qui s'impliquent. Si ces livres ne sont pas publiés, peut-être, ils ont du prix pour des générations futures, pour les enfants et les petits-enfants qui vont lire ces histoires, voire même pour nous aider à comprendre l'évolution de l'humain au fil des décennies. Enfin, et bientôt s'achève mon propos, pour contrer la solitude de l'endeuillé ou pour la rendre bénéfique, l'endeuillé profiterait bien de ces moments pour écrire soit un journal personnel ou bien, pourquoi pas, un manuscrit qui pourrait devenir un livre. Sinon, peut-être rejoindre une chorale et aller chanter. Chanter, ça fait du bien. Peut-être s'adonner à des clubs de lecture. On peut rompre la solitude ainsi, et même si vous en avez ressenti l'expérience, avec un livre dans nos bras, on n'est jamais seul. On est avec l'auteur. On peut aussi choisir d'aller marcher et de regarder la beauté des paysages autour de soi. On peut aussi écouter de la musique ou en jouer. On peut méditer. On peut contempler tout ce qu'on peut faire seul, et parfois, on ne pourrait pas tout faire ça si on était toujours à deux. On peut aller faire du sport. On peut rejoindre un groupe d'endeuillés.
On peut s'inscrire dans un mouvement bénévole. On peut adopter un animal de compagnie. On peut mettre sur pied une fondation ou tout autre projet que le deuil vient d'éveiller en soi. En résumé, je m'arrête bientôt ici. Retenons que la psychologie fait valoir l'importance de l'alternance entre notre capacité d'être seul et notre capacité d'être en relation. Sommes-nous enclins à développer ces deux forces qui ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires et essentielles pour atteindre notre joie profonde? Merci. J'ai dit à Christine, j'espère que je vais être dans le temps, mais plus sage que moi, elle avait bien prévu d'être dans le temps. Moi, j'ai dit à Christine, je te promets que si je dépasse mon temps, je vais laisser tomber quelques lignes. Ah, le ciel a voulu que je puisse vraiment arriver au bout de cette pensée que j'avais mise sur papier. Alors, on a la chance maintenant de donner la parole. Ah oui, avec grand plaisir. Pour les gens à la maison aussi, les gens dans la salle, donnez-nous vos aperçus, vos sentiments, vos questionnements. On avait hâte à cela. Il y a beaucoup de choses. Vous avez pu retenir peut-être un mot ici et là. Et ce n'est pas tout le monde qui vit ces sentiments tous à la fois ou même par secousse. Et on ne les vit pas en ordre et on ne les vit pas forcément. Il y a quelqu'un qui m'a dit, sais-tu, je ne sais pas pourquoi, là, mais moi, c'est très rare que je me sens coupable. Mais écoute, je n'ai pas dit, c'est dangereux, ça, de ne pas se sentir coupable. Là. Hein? On sait que devant la loi, quand on a commis des bêtises, si on ne se sent pas coupable, on parle de toute autre chose. Hein? C'est ce que je disais tantôt, quand on a fait une faute. Eh bien là, je crois que le sentiment de culpabilité nous aide à ressentir du regret, de la désolation, à nous excuser, à demander pardon. Ça sert à cela. Mais autrement, quand c'est un sentiment de culpabilité diffus qu'on s'inculque et qu'il n'y a pas une raison concrète d'être coupable, mais que néanmoins on se sent coupable, ça, c'est peut-être pas tout le monde qui vit ça. D'autres, ce ne sera pas la colère, ce sera surtout le chagrin. Mm-hmm. Ouais. N'est-ce pas? Et tu sais, on pourrait rajouter qu'on les a présentés de façon séparée, les quatre, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, que ce n'est pas tout mélangé ensemble. Hein. On peut avoir toutes ces émotions en même temps. Donc après, ça devient, le travail, c'est de démêler un peu tout ça. Hein. Donc, oui. Ouais. Est-ce qu'on voit une main quelque part qui nous est tendue? Oui, on va aller vous porter le micro. Non, ça va. OK. Ben, bonjour. Moi, je suis ici en fonction de ma grande sœur ici qui a perdu son conjoint, ça fait un mois. Puis, à chaque fois, j'essaie de me dire, ben, je suis toujours en train de lui dire, ah, je comprends. Mais en vérité, c'est pas vrai. Je me suis dit, je peux pas te dire que je comprends. Je le vis pas comme elle, tu sais. Oui. J'ai perdu mon beau-frère, mais elle, c'est son conjoint. Oui. Fait que là, j'essaie des fois de me dire, il faut que je la sorte, il faut que je fasse des choses pour elle. Oui. Après ça, je me dis, mais c'est pas à moi. Il faut que toi, tu travailles. Oui. C'est toi, il faut qu'il essaye. Je sais pas comment faire. Oui. Je voudrais bien enlever la peine, mais... Oui. Votre question est très belle. Est-ce que tu veux commencer?
Je peux y aller, oui, si tu veux. En fait, je rappellerai peut-être un peu le propos qui est dans Consolation. C'est d'accueillir, de se rapprocher, de vouloir essayer d'offrir cette aide, mais de aussi aller voir, de demander s'il y a quelque chose que vous pouvez faire, de demander s'il y a quelque chose que vous pouvez dire qui ferait du bien. En fait, c'est de travailler à deux dans la consolation. Souvent, on voudrait pouvoir enlever de la souffrance. La consolation, c'est enlever une couche de souffrance parce que malheureusement, c'est ça, on ne peut pas l'enlever. Et on peut le nommer, oui, et de voir est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais dire. Donc, de travailler ensemble, de voir ce qui pourrait être consolant. Oui. Alors, ce que j'aimerais rajouter, voici. Vous avez dit, je lui réponds à ma sœur, je te comprends. Et après, vous avez dit, mais au fond, je réfléchis et peut-être que ce n'est pas une intervention qui l'aide parce que je ne peux pas la comprendre, c'est son conjoint, c'est mon beau-frère. Moi, je vais vous dire ceci. Oui, peut-être que vous comprenez sa peine parce que vous aussi, vous avez eu des peines. Alors, on peut se comprendre entre peines, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend exactement ce qu'elle vit. C'est un peu comme, vous savez, dans le deuil, c'est toujours un peu délicat. Ce qu'on offre peut faire du bien à quelqu'un et un peu moins à l'autre. Donc, il y a des gens qui disent « merci de me comprendre ». Merci de me comprendre. Et d'autres diraient « ben voyons donc, tu ne peux pas me comprendre. Tu n'es pas à ma place. » Alors, il faut être vrai, naturel, puis dire « je te comprends ». C'est un peu comme quand les gens disent « je trouve ça effrayant de me faire demander comment ça va ». Parce que finalement, c'est clair que je ne vais pas bien, je suis en deuil. D'autres me disent tout à fait le contraire. Vous savez quoi? Personne ne me demande comment ça va. Alors, n'ayez pas peur d'être vous-même et puis de dire « je te dis ça parce que je vibre à ta peine ». C'est ça que je comprends, c'est ta peine. Et je voudrais souligner que c'est extraordinaire que vous soyez toutes les deux ici après une perte aussi récente et ça nous donne l'occasion de vous offrir nos condoléances qui sont quand même reliées à une perte récente et je me dis quelle ouverture de communiquer comme vous le faites en venant ici puis en disant les choses comme elles sont. Alors, c'est rempli de tendresse et de volonté d'être là pour l'autre. C'est ça que ça fait. Oui. J'ai envie de rajouter, on parlait d'Anne-Dauphine Julien. Moi, je trouve qu'elle a un exemple qui illustre vraiment bien ce que Joanne vient de dire. Elle parle de cet exemple d'un X au sol. Dans son livre « Consolation », elle raconte comment, quand elle était au cégep, à peu près l'équivalent en France, elle faisait des cours de théâtre. Et le professeur mettait une espèce de collant un rouge au sol pour qu'ils puissent apprendre bien leur texte puis s'ajuster. Et ce qu'elle nous dit, c'est que dans le deuil, il n'y a pas de X au sol. On ne sait pas où il faut se tenir. On ne sait pas à quel endroit. Et c'est là où on a peur d'être maladroit. On a peur de dire « je comprends » puis que ce n'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. Mais en fait, c'est ça, il n'y a pas de X au sol et c'est d'essayer de s'ajuster, d'aller vérifier avec l'autre. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis trop proche, trop loin? Et c'est là aussi, quand moi je travaille avec les gens qui viennent me voir dans le deuil, de les encourager à guider aussi leurs proches, à leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, à leur dire ce qu'ils ont besoin que les gens se reculent un peu ou se rapprochent. Donc, c'est dans cette idée-là que je voulais dire de travailler ensemble, c'est de chercher ce X ensemble au sol. Et puis aussi, juste pour compléter, là, parce que c'était une très belle question, très importante, on se reconnaît tout le monde dans ça. Alors, ce que je veux dire, ça y est, je vais l'avoir perdu, hein? C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on est deux, hein? C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça qu'on est deux. Ça sera pas long, ça devrait me revenir. Tu me devines pas, toi? Non! Ah! Elle est psychologue, puis elle me devine pas. Tu voulais compléter. Oui, c'est vrai que je voulais compléter quelque chose avec ça, c'est fou. Le X au sol, essayons de retrouver un peu le fil de ma pensée. Oui, oui, oui.
Savez-vous comment j'ai de l'aide, là? Voyez-vous, c'est ça de l'aide. C'est ça de l'aide. Hein? Non, l'aide, ça y est, voyez? Ah là, faut pas que je le perde. Vite, vite, vite. Vous avez dit, je suis portée à la sortir. Hein? La faire sortir. Lui faire faire des sorties. Mais ça, c'est très bien. On a appris, Christine et moi, le fameux concept de l'oscillation entre être centré sur sa peine, parce qu'on a besoin de la pleurer, et s'en détacher quelques heures à l'occasion, s'en distraire par des distractions constructives. Alors, quand on va voir un concert, entendre quelqu'un chanter ou aller voir une joute de sport, bien, il y a une parenthèse à notre souffrance. Et c'est finalement le concours de ces alternances entre la distraction à l'extérieur et la concentration sur ce qui m'arrive. Voyez, c'est ce que je voulais dire. Pfiou. Pfiou. C'est ça. Moi, ce que je dirais, c'est par rapport à la culpabilité, moi, c'est suite à un suicide de mon fils. Ça fait quand même plus que 6 ans. Effectivement, je ne suis pas coupable, j'ai appris, mais c'est la culpabilité de profiter de la vie maintenant que lui, il s'est enlevé. C'est toujours difficile pour moi. C'est comme de continuer à vivre, avoir du plaisir, rire, quand lui n'est pas là. C'est ça que je trouve difficile. C'est là que la culpabilité revient. La culpabilité, moi, d'être en vie, de ne pas avoir réussi à l'empêcher. Ouais. Est-ce que ça arrive de penser comme ça? Je vis pour lui aussi. Je vis avec lui en moi. Oui, parce que c'est comme possible de l'amener partout où vous allez, non? À l'intérieur? Comme cette présence. Non, ça ne vient pas, ça. Non, il n'est pas là. Ça fait mal. Ça fait mal. Oui, vous n'arrivez pas à représenter qu'il soit bien dans ce que vous faites, vous, aujourd'hui. Non. Non, ben j'essaye pas de vous l'imposer. J'essaie de voir si ça traverse. C'est de voir si ça traverse l'esprit. C'est comme se représenter le défunt autrement, votre enfant. C'est-à-dire se représenter qu'il est dans un espace maintenant qu'on peut imaginer qu'il se trouve dans une paix et on ne sait pas. Et donc vous vous retrouvez du côté de la vie, hein, parce que vous êtes dedans. Et vous ne pouvez pas vous infliger d'être malheureuse jusqu'au bout de la vie. Vous avez un instinct de vie, pas un instinct de vous enlever la vie. Et donc, c'est dans ce sens-là que vous faites des choix pour essayer de vivre avec des moments de bonheur. Hein? J'ai envie de rajouter, je vous remercie de donner cet exemple et de partager comment il y a une culpabilité qui demeure. Et je pense à Anne Dauphine qui dit « assumer la souffrance ». Observer ce qui est là. Quand elle disait « le moment est triste, je pleure, le moment est drôle, je ris ». Et que c'est une alternance de tout ça, mais d'être en observation. Tiens, en ce moment, je me sens coupable. En ce moment, c'est ça, ça m'empêche. J'ai de la difficulté à passer à une autre émotion, mais d'en prendre conscience. C'est un peu, dans mon propos, c'est d'être observateur. Je suis où sur mon bateau en ce moment? Est-ce que j'ai tendance à rester en arrière? J'ai une difficulté à me promener sur le bateau, à sortir. Est-ce que je reste collée en arrière? Je sais que, par exemple, dans la culpabilité, certains auteurs vont parler de cette culpabilité. C'est une façon de rester attaché aussi. On peut aller essayer de voir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qui fait que je reste attachée avec cette culpabilité? Est-ce que ce serait une forme... je parlais dans mon propos de cet homme qui pleurait, mais qui ne se permettait pas de vivre son deuil à l'extérieur. Donc, c'est
c'est le lien qui nous reste, puis d'essayer de l'observer, puis de voir est-ce que je peux évoluer ou est-ce que non, il y a quelque chose qui reste collé là, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est là où ça peut être intéressant des fois d'aller consulter puis d'essayer de voir quand on reste bloqué. Merci. Puis des fois, on consulte puis on reste bloqué quand même. Ah oui, tu as tellement raison. Oui. 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 Mais, cela dit, c'est tellement juste, ton observation, que, au fait, c'est une manière peut-être par le truchement de cette pensée, on se sent lié encore. On a peur de lâcher cette pensée parce qu'on croit qu'en lâchant le sentiment de culpabilité, on va lâcher notre enfant. Mais au contraire, je ne veux pas non plus imposer cette pensée, mais on ne le lâche pas, on vit ce qui est arrivé autrement. Oui. Bien sûr, on réfléchit ensemble. Hein? Moi, je voulais partager une réflexion qui me vient en pensant à la solitude et à la souffrance. J'ai constaté dans mon expérience personnelle qu'une manière de sortir de sa propre souffrance, c'était de s'intéresser à la souffrance de l'autre. Et que dans cette démarche, que ce soit par une action bénévole, par exemple, on s'occupe de l'autre, on est face à l'autre, c'est une manière de sortir de sa propre souffrance. Et je constatais qu'avec le temps, ça développait même ma propre empathie. Autrement dit, que ma souffrance m'avait amené à plus d'empathie. Et donc, c'est un peu une clé positive d'une souffrance qui, à l'origine, est importante et est négative et est envahissante. Mais elle devient moins envahissante parce que elle débouche sur l'empathie et sur la souffrance de l'autre. Donc, c'est une manière de sortir de sa propre situation souffrante. Ah oui, c'est une réflexion que je partage parce qu'elle m'a beaucoup habité dans mon processus de deuil. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je crois que Pierre avait une main levée. Oui. Oui, j'ai deux questions qui viennent en ligne. En fait, deux commentaires. Un premier aborde la différence entre les gens qu'on connaît, les connaissances, et peut-être l'intensité des émotions ou du vécu des sentiments lorsque c'est des gens de la famille, des gens proches. En fait, c'est Isaac qui nommait la différence vécue entre, c'est ça, les émotions, les sensations de personnes, les connaissances et le lien familial où l'intensité est beaucoup plus forte. Donc, c'est un premier commentaire. Je ne sais pas si vous vouliez répondre. Je ne suis pas certaine de saisir si c'est en lien, des émotions qui sont plus fortes en lien avec... Oui, mais de faire c'est ça. En fait, elle fait le constat que le deuil ou d'événements de perte ou de deuil est vécu beaucoup plus intense lorsque c'est un lien familial que des connaissances ou des amis. Oui, tout à fait. Ça fait, dans le fond, ça ramène au lien d'attachement. Plus le lien d'attachement est fort, plus c'est intime. Oui. Il est possible. Oui, et parfois, non pas pour contredire cette personne, mais simplement pour rappeler que pour des gens, ce n'est pas la famille qui va avoir été investie. Le lien n'aura pas été aussi fort avec un membre ou la famille qu'un ami ou qu'une personne qui avait une figure peut-être parentale ou une figure familiale, une figure d'amour inconditionnel ou quelque chose du genre. Alors oui, quand en fait c'est ça la réponse que tu donnais, c'est à propos de le degré d'attachement. Mais ce degré d'attachement peut être aussi grand pour un ami que pour un membre de famille. Alors, souvent, les gens nous disent j'ai pas de peine. Je me rappelle quand j'enseignais, une étudiante avait dit les gens disent dans la classe que le pire deuil, c'est quand on perd sa maman.
Puis elle dit, j'ai très honte, mais je vais vous le dire, j'ai pas de peine du tout d'avoir perdu ma mère. Et c'était comme, elle n'osait pas le dire tout haut, elle se sentait seule parce que, au fond, elle n'avait pas cette émotion, mais elle avait déjà eu des émotions de perte pour d'autres personnes. Alors ça, c'est toujours un peu... C'est tout à fait vrai. On pense aux personnalités publiques auxquelles on peut être très, très attaché. Hein, des gens qui sont terrassés. Il y avait un chanteur il y a 1 an ou 2. Oui. Cowboy Mets ta main sur mon épaule. Et donc, il y avait tellement de gens qui pleuraient comme si c'était un membre de leur famille qui perdait. Donc, c'est vraiment ce degré d'attachement, à quel point on se sent intime avec cette personne, même si on ne la connaît pas nécessairement. Et en plus, c'est que, pour revenir à ton exemple, prenons celle qu'on n'a pas hâte de perdre, Jeannette. Mais Jeannette va représenter peut-être une mère qu'on aurait aimé avoir. Peut-être qu'elle va représenter une sœur vieillissante qu'on ne veut pas perdre. Alors, c'est le symbole aussi d'une perte. Des fois, on pleure beaucoup, une perte qui semble plus lointaine, mais qui représente tellement quelque chose de fort dans notre parcours de vie. Oui. J'ai une autre qui traduit une expérience vécue en ce moment. J'ai EM qui a perdu son frère en février dernier. À l'âge, son frère avait 35 ans. EM explique que sa mère éprouve mais vraiment beaucoup de culpabilité en ce moment parce qu'elle s'est très peu impliquée pendant la lutte contre le cancer. Elle s'est beaucoup impliquée avant, pendant la période, mais depuis que son frère est rentré à l'hôpital, son frère ne voulait pas que sa mère s'implique et il ne voulait pas qu'elle souffre. Alors, oui, sa mère, en ce moment, vit beaucoup de culpabilité de ne pas avoir accompagné dans les derniers temps à l'hôpital le frère en question. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Jean? Pas tout de suite. Hein? Déjà, on est tout cœur avec cette personne qui nous raconte cette histoire. Je pense à ton propos. Je me sens coupable et je suis coupable. Je pense qu'il y a une nuance à faire. C'est difficile à dire parce qu'évidemment, il manque des informations, mais j'aurais comme besoin de savoir elle se situe où sur son bateau. Est-ce qu'elle s'accroche à quelque chose? Elle regarde surtout le moment de cette perte. Ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle n'a pas fait. Et ça fait partie du processus et de travailler justement à voir comment est-ce que je vais pouvoir dépasser ça, de me remettre en mouvement et de me rappeler qu'il y avait toute cette partie avant de la personne, ce qui me vient à l'esprit rapidement. Oui. Et peut-être que c'est comme si c'est la sœur de cet homme-là qui écrit le petit mot. Je l'ai que des lettres, j'ai pas le... Ah bon? Non, mais je veux dire, je croyais qu'on avait comme histoire qu'elle avait perdu son frère. Ouais. Oui, donc c'est sa sœur. Alors, peut-être que la sœur de ce jeune homme malheureusement disparu, comme on sent qu'elle voudrait aider sa mère, elle pourrait lui dire: raconte-moi qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire. Raconte-moi qu'est-ce que tu aurais souhaité faire. Pour qu'elle puisse, comme je l'expliquais dans mon texte, répéter, verbaliser à quelqu'un qui va être capable de l'entendre souvent dire: je me sens coupable, j'aurais aimé faire ceci pour lui. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas forcé à m'accueillir, ainsi de suite. Qu'elle puisse avoir un lieu pour dire tous ses regrets. Parce que souvent, on est porté à faire ça. J'ai dû faire ça souvent, moi aussi, au début. C'est-à-dire expliquer à la personne qu'elle n'est pas coupable. Mais voyez-vous, comme la petite bébite qui ne mange pas les grosses, on
on n'arrive pas à enrayer ce sentiment-là de façon magique. Le sentiment va disparaître éventuellement ou s'amenuiser, en tout cas, grâce à la possibilité de l'avoir verbalisé encore et encore. En fait, c'est pas tant qu'une émotion ou un sentiment qui n'est pas légitime, il devrait être ou ne devrait pas être, ou il faudrait s'en débarrasser. C'est une question pour moi de le mentaliser, pour arriver à apprivoiser l'émotion. Hein, mentaliser, ça veut dire je m'explique, j'essaie de comprendre pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Alors, je donne souvent l'exemple, je m'ennuie, je mange. Mais pourquoi je mange? D'arriver à décortiquer un petit peu, puis de voir, ben tiens, quand je vis telle émotion, j'ai tendance à avoir telle action. C'est un petit peu ça, mentaliser. C'est essayer d'aller voir, de comprendre. Je me sens coupable. Hein? Mais pourquoi je me sens coupable? Et à travers, justement, la parole, à travers l'écoute de quelqu'un qui est capable de recevoir ça sans essayer de convaincre qu'elle ne devrait pas se sentir coupable, d'accueillir et de laisser, d'apprivoiser cette sensation-là pour qu'éventuellement, on puisse se remettre en mouvement. J'ai un autre thème qui vient des gens en ligne. J'ai D qui parle ici. J'aimerais vous entendre davantage sur le sentiment de solitude de l'endeuillé en lien avec sa propre mort. Autrement dit, la mort d'un proche nous rappelle que nous devrons éventuellement faire face à notre propre mort. En plus du chagrin de la perte de l'être aimé, ce profond sentiment de solitude me semble très fort. Mais mon Dieu, j'apprécie cette observation que j'aurais dû écrire. Alors, vraiment merci à la personne qui l'apporte, parce que tout est là. Tout est là. Quand on perd un être cher, on est dans la sincérité de notre peine de le voir partir. On est dans cette sincérité, à quel point il va nous manquer, elle va nous manquer. Mais inconsciemment peut-être, on réalise, pas encore, mais on en a des intuitions qu'un jour, ce sera notre tour. Mais c'est dur de croire en notre propre mort. Vous savez, j'ai un ami psychologue en France, Gustave Nicolas Fischer, qui disait, savez-vous pourquoi on ne croit pas vraiment à notre propre mort? C'est parce qu'on n'a jamais approché notre propre cadavre. On a approché le cadavre ou la mort de l'autre. Mais comme on n'a pas fait cette expérience dans l'acte de mourir, ça devient pour nous très abstrait. Mais il y a une partie en nous qui sait bien que ça va nous arriver et que notre tour viendra. Et ça fait peur. On n'aime pas ça. Et donc, la personne a raison d'apporter cette observation qu'en plus, on a de la peine de savoir qu'on va perdre sa propre vie aussi. On a perdu une personne chère et un jour, on va aussi perdre notre propre vie. C'est pour ça que le très beau titre du livre « Perdre sans se perdre » est très évocateur de cette angoisse qui nous habite et qui est tapie au fond de soi, qui peut être animée devant la perte d'un être cher, l'angoisse de notre propre mort. J'ai envie de rajouter par rapport à la solitude. Tu as parlé des différents types de solitude. Je l'ai amené, je voulais vous le montrer. Il y a un livre pour moi qui exprime bien. Tu disais comment la solitude peut être souffrante quand il y a le lien avec l'enfance, l'attachement, quand on s'est senti seul, quand on sent qu'on n'est pas relié à quelqu'un d'autre, quand on n'a pas ces liens importants. Et je pense que autant que ce soit notre propre mort où on va se sentir seul, autant que ce soit à la naissance, c'est ça toute la vie, c'est de travailler sur ce sentiment qu'on n'est jamais complètement seul. Peu importe, on porte des gens à l'intérieur de nous. Et là-dessus, c'est le fil invisible. Je ne sais pas si vous le connaissez.
C'est un magnifique livre. C'est un livre pour enfants, mais qui est utilisé à travers le monde, qui a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, mais qui nous raconte que, avec ce fil, il y a comme une espèce de fil invisible qui nous relie aux gens importants de notre vie, qu'ils soient présents ou qu'ils soient plus présents, donc peu importe où ils sont dans le monde ou ailleurs. Et donc, pour moi, la solitude, je vais me sentir pleinement seule si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fil. Comme si, il n'y a personne qui tire sur mon fil, j'ai pas de fil à tirer. Donc, et c'est ça l'idée de travailler, savoir est-ce qu'en bout de ligne, il y aura toujours un fil avec des gens importants, pour qui j'ai été importante et pour qui des gens qui sont importants pour moi. Donc, je peux partir seule, c'est vrai, je vais partir seule, mais en même temps, je vais partir peut-être avec une partie, avec ces gens. Je vais vouloir partir avec une partie d'eux, avec moi. Eh bien, on a déjà atteint l'heure de la conclusion, une conclusion qui va comme suit. Un grand merci à toi aussi d'avoir préparé ça avec moi. Et puis, un grand merci pour votre présence à la maison comme ici. Merci pour votre écoute, vos commentaires, vos réflexions. Et puis, vous allez voir, ça continue. C'est quelque chose qui fait toujours son chemin. Ce qu'on a partagé ce soir, ça s'arrête pas ici. C'est ça qui est beau, c'est que ça finit par faire son chemin. Et je vous souhaite le meilleur sur le chemin de cette perte, mais aussi de nouvelles trouvailles, des trouvailles qui sont devant nous et qui nous attendent. Alors, à la prochaine fois, nous aurons comme invité une autre belle consoeur psychologue qui va aborder le deuil chez l'adolescent. Alors, on va voir comment elle va traiter de ce sujet. Elle a fait une recherche pour voir comment les adolescents se sentent comme proches aidants quand ils ont un parent malade à la maison, et ainsi de suite. Alors, je ne veux pas trop empiéter sur son sujet, parce que tout à coup, qu'elle décide d'aborder aussi d'autres volets, mais je vous dirais que le 5 mai, ce sera un très beau rendez-vous aussi, et vous êtes les bienvenus comme toujours. As-tu un petit mot à dire? Non, merci. Merci d'avoir été présent, puis merci pour vos commentaires. Merci.